Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons ce 10h midi avec les débats comme tous les jours avec Kevin Bossuet, bonjour, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. Bonjour Virginie. Bonjour. Ouvrez votre courrier, on vous dira rien. J'ai écrit mes notes, c'est pour ça que je suis embêtée. Voilà. Non, mais vous pouvez les ouvrir, on va vous couper votre micro. Mickaël Darmon, journaliste politique chez i24 News, vous avez publié Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican aux éditions Passé Composé. Bonjour. Et Alexandra Spiner, enseignante. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous deviez être avec nous, mais on peut dire que l'orage a détourné l'avion qui vous ramenait. Vous auriez dû prendre le train. Vous auriez peut-être arrivé encore plus tard. C'est sûr. Après une nuit particulière où quand même... J'étais sidérée de tout ce qui nous est arrivé. On est resté dans l'avion pendant des heures sans qu'on nous prévienne, sans eau, sans rien. Enfin, l'impréparation totale. Chaque année, on découvre les intempéries, de même que la SNCF découvre la neige à Noël. C'est comme ça. Mais regardez le doc, en tout cas de zone interdite dimanche soir, c'est assez remarquable et édifiant sur ce qui est devenu la SNCF. On va parler de l'exfiltration de Raphaël Glucksmann hier lors de la manifestation du 1er mai. Les enfants et les écrans, les diplômes de plus en plus faciles à obtenir. Faut-il même y voir un lien entre les deux? C'est vrai qu'il y a un rapport qui a été rendu en particulier sur les enseignants de mathématiques, mais je pense que ça doit être partout pareil dans toutes les disciplines, qui est assez sidérant. On a fait passer le CAPES, je crois que c'est le Parisien qui nous apprend ça ce matin, à un élève de terminale. Le CAPES c'est Bac+5, et il a réussi sans rien avoir préparé. La SNCF, les éboueurs et menaces de grève, chantage avant les JO, bref, beaucoup de sujets et Sciences Po, évidemment. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous Virginie. C'est un coup de gueule? Oui, j'ai écouté ce matin Monsieur le maire sur une chaîne concurrente, BFM TV, pour ne pas la nommer. Et bien, Monsieur le maire, il est vraiment admirable parce qu'il a le don de nous faire oublier les mauvaises nouvelles pour nous mettre en avant les bonnes nouvelles. Alors les bonnes nouvelles aujourd'hui, elles sont innombrables. D'abord, Monsieur le maire a toujours été convaincu d'être sur la bonne voie. Il a toujours pensé que les chiffres qu'il annonçait étaient les bons. Et il ne cesse de dire d'ailleurs que les bonnes nouvelles ne tombent pas du ciel, sous-entendu. D'ailleurs même pas sous-entendu, c'est mon travail. En revanche, lorsqu'il y a des nouvelles un peu plus contrariantes, alors là, c'est jamais de sa faute. Ce qui se passe, par exemple, à la SNCF, ce qui a été décidé, alors là, il n'est pas au courant. Alors moi, je m'interroge, comment Monsieur le maire n'est pas au courant de ce qui se passe à la SNCF? Je rappelle quand même qu'il y a des membres de l'État au conseil d'administration, et je rappelle que les négociations par branche, étaient prévues dans la loi. Mais non, ça, Monsieur le maire n'est pas au courant. Il va convoquer, le mot est entre guillemets, Monsieur Farandou. Non, il l'a dit, c'est pas entre guillemets, il a dit je vais convoquer. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est son mot. Il va le convoquer entre guillemets. Le PDG de la SNCF. Pour obtenir des justifications. Moi, j'attends de voir quelle va être... Un accord pas satisfaisant, un dysfonctionnement entre chez le ministre. Oui, sans doute. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec Monsieur Farandou? Je sais pas, mais je gage qu'il ne se passera pas grand-chose dans cet entretien et que finalement, on apprendra que les explications de Monsieur Farandou étaient satisfaisantes. Enfin, je vois mal Bruno Le Maire engager réellement jusqu'au bout un bras de fer avec Monsieur Farandou. Et puis je suis quand même surprise d'entendre Bruno Le Maire dire que finalement il n'y aura pas de budget de loi rectificatif. Je rappelle que Bruno Le Maire réclamait 10 millions, puis finalement ces 10 millions sont devenus 20 millions, et que ces 20 millions devaient faire l'objet d'un budget de loi de rectificatif à l'Assemblée nationale. Je rappelle aussi que la majorité était sous le coup d'une motion de censure à laquelle de nombreux partis voulaient s'associer. Alors finalement tout ça passe par décret, mais là aussi c'est normal. Et Monsieur le maire a même ajouté que c'est pas tout à fait sa décision, mais que c'est celle, suivez mon regard, du président de la République. Moi, je suis quand même atterrée, Monsieur le maire. Il n'est jamais responsable de rien. Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable des couacs et des choses qui vont moins bien. Il n'est responsable que des bonnes nouvelles. Et encore, je terminerai en disant que Apolline de Malherbe l'a fort justement rappelé. Elle l'invite depuis 3 mois. Il a jamais voulu. Elle dit sans doute parce que vous aviez des choses moins agréables à nous dire. Et là, il vient avec que des choses très agréables qui en fait sont pas si agréables que ça si on les écoute bien. Mais voilà, il y a là un tour de précipitation. On se croirait chez Majax en train de chercher indéfiniment la mauvaise carte et de ne pas la trouver. Et puis on va parler d'autorité, mais un accord est signé qui engage les équilibres de la réforme des retraites. Je n'ai pas été averti. Vous avez un responsable, un ministre. C'est une entreprise et le journaliste qui a enquêté sur la SNCF nous l'a dit. Et vous l'avez rappelé, Virginie,
il y a au sein du conseil d'administration de la SNCF des membres du ministère de l'économie et des finances. Donc on ne peut pas imaginer qu'il a fait ça sur un coin de table. Je vous vois, Michael Darmon. Enfin, moi j'ai été très étonné aussi de cette réaction. En fait, ça dénote tout simplement je dirais, de la manière dont aujourd'hui, depuis quelques années, mais maintenant c'est en train de se cristalliser, les affaires publiques sont en train d'être conduites. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus effectivement de cloisons, il n'y a pas de coordination, il y a au fond la culture hyper administrative française qui veut que les informations ne s'échangent pas entre les structures. Eh bien, trouve encore une fois de plus maintenant son expression. Et puis oui, on est face à une sorte de dialogue social général qui se délite. C'est certain. Il y aura forcément, une remise à plat à faire qui se fera lors de l'élection présidentielle et pas avant, puisque la France politique est construite de telle manière que ce sont les rendez-vous structurants qui évidemment et les élections législatives derrière, mais on voit bien qu'on est globalement sur beaucoup de sujets au bout d'un système. Oui, mais enfin, ça paraît effarant que le ministre de l'économie et des finances n'ait pas été au courant de cet accord qui est quand même assez particulier, qui octroie quand même des avantages considérables à la fois aux contrôleurs et aux conducteurs. Enfin, oui, Alexandra Spinner, je vous vois dubitative. Oui, enfin moi ça me laisse sans voix, mais de toute façon Monsieur le maire me laisse sans voix de façon générale. Je rappelle quand même qu'il nous promettait les nouvelles 30 glorieuses. Maintenant il nous explique que nous aurons de la croissance et que nous aurons une année 2024 solide. Bon, tout ça est ridicule en fait. Est-ce qu'on peut sérieusement croire? Je ne sais pas ce qui est pire, qu'on nous le fasse croire ou que ce soit vrai en réalité. Tout ça est terrifiant en fait. Ouais, Kevin, un mot. Non, mais c'est profondément scandaleux. Monsieur le maire est aux responsabilités depuis des années. Il y a eu toute la période Covid, du quoi qu'il en coûte, des boucliers, et on dépense l'argent et des chèques. Ne vous inquiétez pas, c'est la guerre, c'est le Covid, pour que quelques années après, on se rende compte en effet que la dette explose, que la France est dans une situation de faillite et qu'il va falloir se serrer la ceinture. Et de l'autre côté, évidemment, il y a nos agents de la SNCF qui continuent en effet à coûter des milliards pour un service rendu qui est déplorable. C'est juste une honte. On a d'un côté des Français qui doivent en effet faire des économies, on prend sur ci, on prend sur ça, et de l'autre, on a l'impression en effet que c'est le retour des privilèges de l'ancien régime parce que les cheminots, évidemment, on n'y touche pas. Je trouve ça socialement honteux. Et encore une fois, quand je vois la ligne du gouvernement anti-extrême droite, anti-RN, mais c'est avec ce genre de choses qu'on fait monter le Rassemblement national. À un moment, il faut prendre ses responsabilités et assumer son bilan. Et si monsieur le maire estime en effet que le bilan n'est pas bon, qu'il parte. Allez, on se retrouve dans un instant et on continue de débattre de l'actualité avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité comme tous les jours entre 11h et midi avec Alexandra Spinner, enseignante, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique, et Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Et je rappelle votre dernier ouvrage, Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican aux éditions Passé Composé. On va parler des enfants et des écrans, des diplômes d'enseignants de plus en plus faciles à obtenir. Le niveau baisse et le niveau des enseignants baisse et le niveau des diplômes obtenus n'augmente pas non plus. C'est une corrélation évidente. On va parler également de Raphaël Glucksmann qui a été exfiltré hier de la manifestation du 1er mai. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On continue notre tour de table avec vous, Kevin, sur le couac gouvernemental. C'est un couac? Oui, un coup de gueule sur le couac monumental que les enseignants
ont subi au cours de ces derniers jours. Nous étions mardi, une rumeur était là en train de se répandre, comme quoi toutes les heures supplémentaires seraient retirées, notamment aux proviseurs et aux principaux, parce que tous les ans, les principaux et les proviseurs dans les collèges et les lycées, ils ont des heures supplémentaires pour financer des projets, révision du baccalauréat, club, journal, etc., etc. Et là, du jour au lendemain, on nous annonçait que ce n'était plus possible, mettant les enseignants dans une situation de révolte. Déjà, nous nous sommes demandé si les heures déjà faites et non payées allaient être payées. Et ensuite, on a compris qu'on ne pouvait pas continuer l'aide aux devoirs, le devoir fait, etc. Évidemment qu'on a beaucoup protesté. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Pourtant, je suis plutôt derrière le gouvernement. Je suis pour le pacte enseignant. Je suis pour les groupes de niveau. Je trouve que ce qui est en train de se faire actuellement est plutôt bon. Mais là, j'ai senti quand même une source de démotivation, un sentiment de mépris. Donc évidemment, ça a beaucoup grondé. Et patata, 24 heures plus tard, le ministère fait marche arrière et il nous dit « Mais non, ne vous inquiétez pas, on continuera les projets, on continuera tout ça. » Et on lève quand même tout ça. Et une chose quand même qu'il faut dire, c'est que les principaux et les proviseurs ont eu le logiciel de paiement qui ne fonctionnait plus pour éviter en effet qu'ils payent en amont des heures qui devaient être faites. Alors là, franchement, je veux dire, on est motivé. C'est un métier qui est compliqué. Parfois, moi, je n'ai vraiment plus envie de le faire. Vraiment, j'ai envie de changer de métier. Et là, on nous annonce ça. En plus, sur des enseignants qui veulent travailler, sur des enseignants qui prennent des heures supplémentaires, qui accompagnent les réformes. Mais c'est pas possible d'agir comme ça. Pourquoi il y avait eu cette décision pour faire des économies, c'est ça? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Parce qu'il y a plus de sous. Monsieur le maire nous raconte qu'il faut faire des économies, mais à un moment donné, on peut pas faire des économies sur ce genre de choses. Tout est planifié jusqu'au mois de juin. Surtout que monsieur Attal avait dit qu'il fallait regagner notamment le mois de juin. Si l'année scolaire s'arrête le 1er mai, on va pas s'en sortir. Donc là, c'est un couac monumental. Et ce qu'ils vont gagner en faisant ça, c'est démotiver encore les profs qui ont encore un peu de vocation et un peu de motivation. Moi, je trouve ça dramatique. Il y a un petit dessin de caricature que je vous ai envoyé ce matin d'un dessinateur de presse qui s'appelle Ganaga et qui, sur l'air de la chanson de Philippe Catherine, j'adore emmerder les enseignants, je vous le ferai pas bien, et je coupe le financement des heures supplémentaires et je remets le financement des heures supplémentaires. Voilà, qu'ils embêtent plutôt les gauchistes qui gangrènent nos collèges et nos lycées. Là, ce serait plutôt une bonne chose. Allez, Alexandra, vous êtes enseignante, vous, dans le supérieur. Oui, écoutez, moi je trouve que c'est la suite de ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est toujours l'éternelle cacophonie. C'est le grand n'importe quoi. Tout est n'importe quoi. C'est l'annonce, c'est la méthode. Alors on cherche désespérément 100 millions de budget, donc il faut les trouver quelque part. Et comme on est toujours dans le en même temps, on explique qu'il faut faire la grande révolution des savoirs et la grande révolution de l'éducation, et en même temps on méprise les enseignants et on démotive ceux-là même qui portent qui ont envie de ces réformes et qui sont là pour s'occuper des élèves les plus fragiles et donner de leur temps pour essayer de corriger des destins individuels. C'est désespérant, véritablement. Oui, Michael. Pour moi, c'est on est un peu dans la continuité de tout à l'heure. C'est quand même le grand bazar. C'est surtout la grande panique, en fait. Il y a effectivement, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent. Tout ce que, moi, quand j'en parlais il y a quelque temps avec un ponte de l'État profond, comme on dit, pour préserver son nom, il me disait en réalité le quinquennat est arrêté. Tout ce qui va être annoncé à partir de maintenant ne sera que du bricolage. La réalité, c'est que plus rien n'est finançable. Non. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas étonnant au fond de constater que cette panique se répand comme une onde de choc un peu dans toutes les sphères de l'État, dans tous les bureaux de l'administration, et que la consigne c'est trouver de l'argent et passer et tout le monde essaye à sa manière, alors évidemment avec zèle, avec plus ou moins de talent, plus ou moins de bêtises, plus ou moins d'incohérence, et ça donne ce genre de cacophonie gérée très certainement au sommet de l'État en 48 heures pour dire vraiment arrêtez-moi ça parce que sinon c'est le feu. Virginie, d'autant que je le rappelle, on est dans une période électorale et que la liste de la majorité est à la peine pour pas dire plus. Elle est très 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 loin derrière la liste du Rassemblement national et elle n'est plus qu'à 3 points devant la liste de Raphaël Glucksmann. Donc c'est panique à tous les étages. Je ne sais pas si on se rend compte, mais si d'aventure la liste de Raphaël Glucksmann devait dépasser la liste de la majorité, mais ce serait réellement un séisme politique.
le quinquennat, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron a déjà du mal à se faire. Il a une majorité relative, mais là, s'il perd les européennes, c'est-à-dire les perdre, mais dans les grandes largeurs, ça sera terrible. Mais j'ai entendu ce matin Bruno Le Maire, décidément ma journée a été égayée par Bruno Le Maire. Franchement, c'est une belle journée qui a été interrogé sur cette question, et il a joué le démocrate en disant non, mais nous on propose, mais si après chaque ministère nous dit que c'est impossible, là non, on n'impose rien. Donc tout d'un coup c'était oui au pays des merveilles. Enfin, je ne peux pas vous dire, mais c'était nous on n'impose rien. Mais en fait la vérité c'est que ils ont probablement lancé ces mesures, comme le rappelait tout à l'heure Kevin Bossuet, en pensant sérieusement qu'ils allaient le faire, puis ils se sont dit c'est peut-être pas une très bonne idée si près d'une élection qui déjà nous sourit très mal. Donc voilà, c'est pas tant de la cacophonie qu'une espèce de panique financière qui se surajoute à une panique politique qui est réellement très justifiée. Qui est là, mais c'est vrai que ça fait un peu désordre. C'est pas très sérieux. Non, c'est pas très sérieux. Oui, Alexandra. Vous savez, Monsieur Le Maire, comme ce gouvernement, sont les meilleurs agents électoraux du Rassemblement national, parce que en réalité, qui va payer l'insincérité et l'inconséquence des décisions budgétaires de Bruno Le Maire? Ce sont les collectivités locales et les Français. Voilà. Et on sait très bien qu'un pays qui ne tient pas ses comptes, c'est un pays qui ne tient pas son rang. Et ce que ne supportent plus les Français précisément, c'est le déclassement. Voilà, donc on est en plein bazar, tous ces gens revendiqués d'être des amateurs, et bien maintenant on le voit. Alexandra, vous avez un coup de gueule contre Zineb El Razaoui. Oui, un coup de gueule et beaucoup de tristesse de voir cette femme qui était une écrivaine militante des droits de l'homme au Maroc, qui a été connue en France, surtout en étant la porte-parole de Ni pute ni soumise, qui a été journaliste à Charlie, où elle écrivait, je crois, sur les religions. Elle a échappé à l'attentat terroriste contre le siège de Charlie. Elle fait partie de ceux qui ont contribué au fameux numéro des survivants de Charlie Hebdo. Une femme qu'on a connue courageuse, qui tenait un discours courageux, notamment sur le hijab, qu'elle considérait comme, à juste titre, comme de la propagande islamiste, parlant de la laïcité comme d'un principe émancipateur. Elle a publié aussi un livre sur les attentats du 13 novembre. Et donc, ce discours très fort qu'elle portait sur la laïcité lui a valu de recevoir le prix Simone Veil. Des trophées Elle de France, et puis patatrac, le masque est tombé, et après une longue abstinence médiatique, elle a fait un tweet ignoble où elle a fait un parallèle entre la riposte de l'armée israélienne à Auschwitz. Voilà. Donc, ces déclarations ont fait que Valérie Pécresse, en accord avec les ayants droit de Simone Veil, lui a retiré ce prix. Et depuis, elle est dans une espèce de diatribe haineuse. Elle est le petit télégraphiste du Hamas et se répand en propos monstrueux. Et poursuit d'ailleurs Valérie Pécresse de sa haine obsessionnelle, puisque après sa décision courageuse de suspendre les subventions à Sciences Po, elle s'est répandue de façon obscène. Voilà, donc coup de gueule. Et puis c'est très triste de voir ces femmes auxquelles on a cru, qui ont porté un discours fort. Finalement, on voit que le masque tombe. Et je trouve ça épouvantable. Voilà. Elle tweet effectivement: Madame Pécresse ne recule devant rien pour apporter son soutien actif au génocide de Gaza en réprimant toute voix qui se lève en France pour défendre le droit interne. Gloire à la justice, gloire au peuple palestinien, etc. Madame Pécresse, honte et opprobre à vous ainsi qu'à ceux qui ont soutenu l'entreprise génocidaire sioniste. Un jour, vous répondrez de vos actes devant un tribunal. Et ce matin, allez-y. C'est proprement obscène, parce que d'abord, compte tenu des gens qui l'écoutent, si je puis dire, on comprend bien quand même que c'est presque criminel de faire ça, parce qu'elle met une cible sur le dos de la présidente de la région. Et en fait, ce qu'elle ne supporte pas, c'est son courage.
Parce que Valérie Pécresse a toujours été très courageuse dans ses prises de décision. Et évidemment, pour elle, c'est insupportable. On se retrouve dans un instant et vous pourrez réagir sur ce sujet. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, juste, Kevin, vous vouliez réagir à ce que disait Alexandra Spinner sur la réaction de Zineb El Razoui, qui menace, enfin, qui insulte Valérie Pécresse et qui la menace d'un procès futur. Je suis d'accord avec Alexandra Spinner, et ce qui me choque, c'est la méconnaissance historique de tous ces gens. Comment peut-on parler de génocide à Gaza? Ça n'a strictement aucun sens. Ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide, c'est une riposte militaire. Quelle honte vis-à-vis des victimes du génocide des Tutsis, de la Shoah, ou vis-à-vis encore du génocide arménien. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est comme les gens qui nous racontent qu'Israël sera un État d'apartheid, alors que au sein de la population israélienne, il y a 20% d'Arabes, dont certains ont des postes à responsabilité. Et ce qui me choque le plus, c'est finalement la nazification des Juifs. C'est-à-dire qu'on retourne les choses. Les Juifs seraient responsables d'un véritable, les auteurs d'un véritable génocide. Ce seraient aujourd'hui les nouveaux nazis. Quand vous avez Monsieur Mélenchon qui ose comparer le président de l'université de Lille qui interdit une conférence pro-palestinienne en le comparant à un criminel nazi, Eichmann, mais quelle honte quand vous avez tous ces incultes et militants incultes à Sciences Po qui nous racontent que finalement les Juifs n'ont rien subi, que le pogrom du 7 octobre n'existe pas, mais quelle honte. La vérité, c'est qu'on a affaire ici à de l'antisémitisme. On essaye d'habiller ça d'antisionisme et c'est de l'antisémitisme. Et dernière chose que je voudrais dire, parce que j'écoute certains élus de la France Insoumise, j'écoute Monsieur Mélenchon, la vérité, c'est que tous ces gens, tous ces militants n'en ont rien à faire des Palestiniens. Le seul discours qu'ils tiennent, c'est de l'antisionisme. Ils en ont contre Israël, ils en ont pour beaucoup contre les Juifs. Et la vérité, c'est que beaucoup de militants qui se disent pro-palestiniens ne savent même pas placer Gaza sur une carte. C'est une défense identitaire, c'est une défense communautaire, et ça rejoint ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Et que la direction de Sciences Po se soumette à ce genre de militants, c'est juste une honte. On est dans une société où tout est renversé au niveau des valeurs. Les Juifs, c'est le peuple qui a été le plus persécuté dans notre histoire, et ça continue. Mais quelle honte, quel dégoût. Alors on a beaucoup de réactions d'auditeurs qui ne sont pas d'accord, qui nous disent c'est un génocide, on a affaire à un génocide. Un génocide, c'est quand on tue des gens pour ce qu'ils sont, et ce n'est pas exactement ce qui se passe. Mais d'ailleurs, les chiffres ont été revus, les chiffres qui avaient été annoncés sur le nombre de morts palestiniens. Il y a une guerre. Certaines, mais il n'y a pas de volonté d'exterminer. Bien sûr. Il est clair qu'on n'est pas face à un génocide. Tous ceux qui prétendent le contraire, soit ne comprennent rien, je passe mes mots, soit ont décidé que c'est un génocide parce qu'ils sont effectivement, comme on vient de l'entendre, dans une logique antagoniste, antisioniste et antisémite. De ce point de vue-là, les choses sont absolument claires. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, au fond, et c'est une démarche un peu historique, la gauche a toujours été fascinée par les dictatures. Et une fois de plus, on en a un nouvel exemple contemporain au XXIe siècle. La gauche se met entre les mains de l'islamisme. De ce point de vue-là, c'est absolument aberrant de voir à quel point il y a une forme de continuité historique. Sartre a soutenu l'URSS, Mao était un héros. Enfin, toutes les erreurs possibles par la gauche de discernement ont été faites à travers l'histoire. Et là, on assiste à l'épisode contemporain du XXIe siècle, mais beaucoup plus grave, parce que c'est un projet, je dirais, collectif de destruction de l'Occident. Que l'on puisse pas comprendre que lorsqu'on dit Allahu Akbar à Kfaraza, Allahu Akbar à Arras et Allahu Akbar place de la République, il y a une sorte d'indice général de continuité d'un projet islamiste anti-occidental, moi me laisse pantois sur le niveau d'inculture de ceux qui au fond ont décidé d'adopter un discours politique. Il est vrai, les arguments ont été donnés tout à l'heure, tout cela ne correspond en rien à la réalité. En revanche, il y a aujourd'hui des masques qui sont tombés, on est dans une sorte de, je dirais, d'opposition planétaire
assumer avec le fait que, et tous ceux qui pensent cela doivent se mesurer avec cette dimension, fait du Hamas le nouveau Che Guevara. Ouais. Donc des violeurs, des pogromeurs, des massacreurs, des gens qui sont xénophobes, homophobes, antidémocrates. Et bien voilà, ils sont portés par la gauche occidentale et une partie de la gauche française. Ça pose question. Juste un mot, parce que le problème c'est la nuance. Encore une fois, un auditeur me dit vous cautionniez le massacre des Palestiniens. Est-ce que quelqu'un a dit ça? Est-ce que quelqu'un a cautionné ça? Mais qu'ils aillent voir les manifestations du samedi soir en Israël pour le savoir. Mais il faut quand même regarder les choses. Et si en Europe il y avait une gauche qui quelque part était aussi un peu honorable, elle viendrait soutenir cette gauche israélienne qui tente de se relever, qui tente de revitaliser les accords d'Oslo. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des accords de négociation, de reconnaissance mutuelle entre le Fatah de Yasser Arafat et le gouvernement israélien. Aujourd'hui, simplement, l'idée c'est de dire que face à des islamistes qui ont fait 10 fois le Bataclan, il faudrait que quand même les auditeurs français se souviennent ce qui s'est passé à la rave party du côté dans le sud d'Israël, c'est 10 fois le Bataclan. On cautionne la même idéologie. On ne donne pas à Israël ce rôle d'avant-garde et de défense de l'Occident. Je voulais simplement ajouter une toute petite nuance au propos de mon camarade. Ce n'est pas la gauche, c'est une partie de la gauche. Et là, il faut quand même être clair. C'est la pas gauche gauchiste. Oui, mais vous avez dit la gauche à plusieurs reprises, et moi je voudrais simplement préciser que c'est une partie de la gauche et qu'il y a une autre partie de la gauche qui respecte encore les mots et leur sens. La voix est très faible. Et pardon, je vais jusqu'au bout si vous me l'autorisez. On n'entend pas cette gauche-là. Sans doute, mais c'est pas parce qu'on entend très fort les propos radicalisés, extrêmes et faux qu'il faut oublier que toute la gauche n'est pas sur cette ligne-là. Et je voudrais dire autre chose. Quand j'entends effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, ces personnages médiatiques dont le discours public dérive totalement. Mais ces personnages-là rejoignent une partie de la classe politique qui, elle aussi, dérive totalement. Et quand j'entends les étudiants de Sciences Po, qui d'ailleurs ne sont pas tous des étudiants de Sciences Po, mais parfois des militants, parfois des amis de la France Insoumise, prononcer ce qu'ils prononcent, je me dis que il y a aussi une forme de mimétisme et que cette classe politique est dévoyée. Elle a provoqué une jeunesse qui ne sait pas de quoi elle parle. Pardon de le dire, mais ces étudiants de Sciences Po ne savent pas de quoi ils parlent. C'est le cas des campus américains. Non, mais ils utilisent des expressions fausses, des raccourcis historiques, des choses qui ne sont pas la réalité, et ils le disent comme des choses absolument sûres. Et ça, c'est dangereux parce que ça peut être cru par d'autres étudiants qui eux aussi ne sont pas plus au fait des choses. Pour rebondir sur ce qui a été dit, parce que je pense que cet auditeur faisait référence à mes propos, mais on est tous émus par rapport au sort des femmes et des enfants à Gaza. Évidemment, moi je vois des photos, ça me fend le cœur, mais ceux qui sont les autres, qui a mis cette population dans cette situation? L'argent pour les tunnels. L'argent, en effet, a servi à financer des tunnels. Et une chose qu'il faut quand même dire, parce que j'entends, c'est une réponse disproportionnée vis-à-vis de Netanyahou. Mais les Juifs, les Israéliens ont subi un pogrom. On a l'impression que la Shoah par balle revenait au galop, et Netanyahou n'aurait dû rien faire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Israël joue son existence. Si les Israéliens jouent leur existence. Et heureusement qu'il y a eu une riposte. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, si pendant la Seconde Guerre mondiale, face aux nazistes, on n'aurait pas riposté? Il y a eu des bombardements, il y a eu des morts. C'est la guerre, c'est horrible. Mais évidemment qu'Israël a raison. Et aujourd'hui, quand on est démocrate, on ne peut que soutenir Israël. Israël, c'est la tête de pont des valeurs démocratiques et des valeurs occidentales au Proche-Orient. Donc ceux qui ne sont contre les valeurs portées par Israël sont contre les valeurs de la démocratie. C'est ça qu'il faut dire. Alexandra, vous voulez prendre la parole? Oui, je suis vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le glissement sémantique. C'est-à-dire qu'on a détourné des termes de façon obscène et qu'on a retourné contre le peuple juif le terme de génocide. Mais c'est le but ultime, c'est aussi de nier la Shoah.
de dire que ce qui s'est passé avec la Shoah n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est d'Israël, vous l'avez dit, c'est une formidable démocratie. Il faut voir ce qui se passe tous les samedis soirs, malgré la guerre, malgré la situation tragique. Tous les samedis soirs, les Israéliens viennent dire leur mécontentement et leur opposition au gouvernement de Netanyahou. Oui. Mais demandez à un arabe israélien s'il préfère vivre en Israël, à Amman, au Caire ou dans n'importe quel autre pays de cette région. Donc tout ça est ridicule et que ce soit Zineb ou tous ses amis, en réalité le 7 octobre a été le prétexte pour libérer la parole antisémite. Oui, ça c'est absolument vrai, mais c'est vrai aussi qu'il faut juste noter en une ligne que les Arabes israéliens, depuis le 7 octobre, ne manifestent en rien leur hostilité à l'égard d'Israël et au contraire, comprennent bien que là c'est une question existentielle. Donc certains pourraient en prendre la graine. Ça veut dire quoi? J'ai un auditeur qui dit nous enregistrons cette émission pour le futur. Enfin franchement. Merci. On se retrouve dans un instant et on va parler avec vous de Monsieur Glucksmann hier exfiltré d'une manifestation du 1er mai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. D'accord, Valérie Expert. Allez, on se retrouve pour continuer notre tour de table de l'actualité. Mickaël, c'est un coup de gueule, c'est l'actualité. Raphaël Glucksmann hier qui était à Saint-Étienne pour participer à une manifestation du 1er mai et qui a été aspergé de peinture et insulté. C'est un peu le corollaire du débat qu'on a eu précédemment, cette fois-ci sur un autre terrain, celui donc du comportement politique, d'une campagne électorale et d'un rapport à la démocratie qui devient de plus en plus aléatoire de la part d'une partie de cette gauche et qui effectivement montre dans quel état aujourd'hui est la gauche française, dans quel état est cette partie je dirais de cette famille politique qui a œuvré depuis des années pour la laïcité, pour la liberté, pour le progrès, pour le progressisme. Voilà. Eh bien, il y a aujourd'hui, c'est pris en otage par une poignée d'irréductibles, de sectaires qui viennent empêcher et qui au fond se comportent comme les dictatures pour lesquelles elles sont fascinées. Par ailleurs, une petite pensée quand même pour Manuel Valls qui devrait demander des droits d'auteur, parce qu'il y a quelques années, mais c'est quand même c'est le sort des prophètes, il y a quelques années il était vilipendé pour avoir mis au jour cette formule des gauches irréconciliables, et voilà que hier c'était la une du Monde. Donc de ce point de vue-là, on voit bien aussi à quel point, au fond, les choses, il faut jamais avoir raison trop tôt, ou dans l'histoire ou en politique, mais là, en l'occurrence, on voit bien que c'est le désolant spectacle auquel on a assisté hier et qui, tout simplement, va raconter le résultat du 9 juin. Mais qu'est-ce que ça dit aussi d'une gauche qui exclut une autre gauche? Ça veut dire que cette gauche-là, elle n'est pas prête, de rassembler la France. Deux, d'après ce que je comprends, ça restera pas sans réaction, parce qu'une partie quand même de ceux qui se positionnent dans la logique ou la réflexion des insoumis, sans être radicalisés comme Mélenchon, va bouger, va réagir, va dire que cette fois-ci Jean-Luc Mélenchon, ça n'est plus possible. Mais c'est en train de se préparer. Lui s'est désolidarisé avec un mais il s'est désolidarisé de cette partie-là se mobilise déjà, et moi j'en vois pour preuve. Moi j'en vois pour preuve les mouvements électoraux. Alors bien sûr on n'en est qu'au sondage, mais les mouvements électoraux qui se font en direction de Raphaël Glucksmann. Qui aurait cru que Raphaël Glucksmann, enfin franchement, arriverait à ce score-là? Mais ça veut dire que les électeurs ont malgré tout gardé de la sagesse. Ils savent que s'ils sont de gauche, il vaut mieux plus démocratiquement, plus calmement, plus sereinement, plus proprement voter pour Raphaël Glucksmann que pour voter pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a beau vouloir faire exploser la campagne, l'électriser, comme il dit, sur tous les thèmes, ça ne marche pas. Je serais curieuse, j'attends avec beaucoup de curiosité le score qu'il va faire à ces européennes. Et je vois que la liste qui monte, c'est pas la sienne, c'est celle de Glucksmann, et je félicite la sagesse des électeurs de gauche. Absolument. Et alors, en plus, il faut constater, parce que on est focalisé depuis longtemps, depuis quelques jours, régulièrement, toute la chronique médiatique,
toute l'énergie, la réflexion sur ce qui se passe sur les campus, à Sciences Po, au sein de la France Insoumise, avec le sentiment, quand on voit ça dans les 20 heures et dans les journaux, que c'est le fait principal il y a un effet de français. Mais enfin, lorsqu'on regarde les sondages, c'est Alice Bardella qui est en tête. Voilà. Lorsqu'on regarde les sondages d'élection présidentielle, d'intention de vote, c'est Marine Le Pen qui peut être élue présidente. Donc la réalité, c'est qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte et ça à sa juste place. Nous sommes face à un mouvement groupusculaire à l'échelle de la perception française. Oui, alors, Kevin, après surtout, où sont passées les classes populaires à gauche ? Que ce soit LFI, à droite, à l'extrême droite. Voilà, c'est ça. Ou que ce soit le Parti socialiste, on ne parle plus des milieux populaires. Aujourd'hui, ce sont les bobos qui veulent la révolution. Les classes populaires, ils veulent l'ordre, ils veulent lutter contre l'insécurité, ils veulent lutter contre l'immigration, ils veulent une augmentation de leur pouvoir d'achat. Et où sont ces classes populaires ? Ils sont en effet au Rassemblement national. C'est parce que la gauche a abandonné le peuple en fascisant le peuple parce qu'ils avaient des revendications identitaires et anti-immigrationnistes qu'aujourd'hui le Rassemblement national est aussi haut. Le succès du Rassemblement national s'explique par le vide et l'absence de travail des partis traditionnels. Moi, je suis quand même très frappée. Il y a eu des grandes enquêtes sur le travail de terrain du Rassemblement national. Effectivement, ils vont sur le terrain dans leur circonscription, ils serrent des mains, ils inaugurent, ils disent à tout va, mais bien sûr, je vous écoute, je vous entends. Je ne dis pas que c'est suivi des faits. Je dis qu'ils font un travail que les autres ne font plus. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà pourquoi les électeurs vont à eux. C'est qu'ils ont l'impression d'être écoutés par une partie des électeurs, des élus. Et ce sont les élus du Rassemblement national qui, pour autant, et je le redis très clairement, ne proposent pas de solution, mais au moins est là physiquement. Oui, mais hier, il y a une vidéo de Paul Laroutourou, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était au meeting du Rassemblement national et qui interrogeait cette femme. Pardon ? C'est Colombe, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est cette femme Colombe, 60 ans, qui fond en larmes et qui dit on est dans un monde de fou, je suis au RSA, on a du mal à vivre, on vote tous RN, on est tous en colère. Exactement. Oui, c'est le résultat de là aussi la fameuse. Donc normalement, c'est pas positionnement de la note Terra Nova. Il y a quelques années de cela qui avait dit il faut maintenant que le PS et la gauche de manière générale se concentrent sur les classes moyennes, laissent tomber au fond les enjeux du prolétariat, de la classe ouvrière qui n'existe plus, a abouti au fait qu'on s'est mis à défendre plutôt maintenant les communautés aux dépens de l'ouvrier. On a laissé tomber à gauche la justice sociale au profit des identités discriminées. Et de ce point de vue-là, ça fait des années que les classes populaires se dirigent vers le RN. Sur ce qui s'est passé hier, donc l'exfiltration de Raphaël Glucksmann, il y a toujours eu des meetings agités, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que finalement des gens d'extrême gauche, de appeler comme vous voulez, excluent un militant, un partisan de la gauche. Une tête de liste. Une tête de liste, oui. Au son, je le précise, de Glucksmann, la Palestine vaincra. Petite parenthèse, quand même. Hein. Bien. Moi, je suis pas étonnée de cette gauche totalitaire qui s'abîme dans tous les excès possibles, qui déshonore le Parlement. Je crois que il serait peut-être temps qu'ils sortent de l'immaturité dangereuse des combats qu'ils se sont choisis et d'ailleurs dont les classes populaires sont les premières victimes effectivement. Et vous parliez de cette vidéo de cette femme, moi, je crois qu'elle nous a tous beaucoup émus, moi, c'est désespérant que nous ne puissions plus parler à Colombe et à d'autres. Mais ce problème ronge notre société depuis tant d'années, depuis en réalité les gilets jaunes. On n'a pas voulu comprendre. Mais qu'a fait la droite et qu'a fait la gauche qui ont quand même été au pouvoir pendant 40 ans, alternativement, pour se refonder, pour créer un vrai corpus politique, pour travailler sur le terrain, continuer
qu'ont-ils fait? Et je ne prends comme date que 2017. Qu'ont-ils fait depuis 2017 à part se mettre dans les mauvais combats? Enfin, moi, j'ai été très frappée de voir que la droite parlementaire n'a pas été capable de s'exprimer clairement sur la réforme des retraites, qu'elle n'a pas été capable de s'exprimer lors de la loi sur l'immigration. Ne parlons pas de la gauche qui s'est vendue, pour ne pas dire plus, à Monsieur Mélenchon depuis des années. Il y a là quelque chose, j'allais dire, d'un abandon qui traduit très bien l'évolution du corps électoral. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y a eu le grand remplacement, il y a eu le grand déclassement, maintenant il y a le grand effacement. Les classes populaires, le grand abandon, les classes populaires ont l'impression de ne plus exister. Dès qu'on habite dans les zones périurbaines ou à la campagne, on a l'impression que finalement on est complètement marginalisé, qu'on ne compte plus. Et même au niveau de l'insécurité, on a l'impression qu'une vie ne vaut plus rien. C'est l'affaire Thomas, c'est l'affaire Lola, c'est l'affaire Matisse. L'impression que finalement, aujourd'hui, on peut nous ôter la vie en toute impunité. Et c'est ça qui favorise le vote des classes populaires vis-à-vis du Rassemblement national. Et juste une petite chose quand même, parce que on a l'impression, en vous écoutant, que Monsieur Glucksmann serait le chevalier blanc face à une gauche totalitaire qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais Monsieur Glucksmann, c'est aussi la gauche sectaire. Je veux dire que Monsieur Glucksmann accepte de débattre sur CNews, accepte le pluralisme, accepte le débat d'idées, et là, il pourra nous donner des leçons de démocratie, en attendant qu'il se taise. Qu'il accepte, parce qu'il n'accepte pas, c'est ça. Ah non, il ne l'accepte pas, avec les écolos-bobos qui nous racontent que sur CNews, il y a un manque de pluralisme, alors qu'il y a beaucoup de pluralisme, et justement parce que les écolos ou certains socialistes ne veulent pas y aller. Ces gens sont vraiment, ils sont dans un délire suprême. Ils se rendent pas compte qu'en n'allant pas parler partout, ils ignorent une partie de l'électorat, et que cet électorat se venge en disant ok, vous nous parlez pas, vous nous méprisez, mais bien sûr. Alors, et quand même, il faudra, je pense que c'est ce qui se passera certainement, évidemment, au lendemain du scrutin européen. On peut déjà imaginer les titres et les éditos, les prises de position le 10 juin au matin. Il faudra tout faire pour éviter que l'extrême droite arrive. Il faudra absolument tout éviter. La République va gagner, le gouvernement va dire. Bref, il y aura quand même une introspection importante à faire, s'ils sont capables de la faire d'ailleurs du côté de la Macronie, sur quand même effectivement les abandons, les cynismes, les décisions qui ont été prises, les promesses non tenues, la communication, le mépris dans lequel les corps intermédiaires ont été laissés, la société. Les gilets jaunes restera le mouvement et le soulèvement matriciel du macronisme, qui n'aura jamais quitté le cœur de sa gouvernance, et qui aura organisé en permanence la relation entre les Français et lui, et ça se traduira vraisemblablement dans le prochain scrutin et dans les scrutins à venir, puisque on a basculé maintenant dans la partie électorale de ce quinquennat. Effectivement, les européennes serviront d'élection mid-term, même si officiellement le gouvernement dit qu'il n'en est pas question. C'est une réalité, qu'il le veuille ou non, et ça jalonnera, je dirais, ce qui va se passer vers la préparation de l'élection présidentielle. Allez, petite pause pub, et on se retrouve tout de suite après. On va parler des écrans, on va parler des diplômes. Enfin, j'espère qu'on aura le temps. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, j'aimerais bien qu'on parle ce matin donc de cette information. Le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation nationale a récemment confirmé que les taux de réussite aux examens étaient artificiellement gonflés. Vous qui êtes enseignante dans le supérieur, Alexandra Spinner, vous en savez quelque chose. Vous aussi, Kevin Bossuet, qui est enseignant. Je vous conseille la lecture dans le Figaro de l'interview de Jean-Paul Brichelli, qui dit tout le monde ment depuis la maternelle jusqu'au CAPES, et il dit on ne pourrait pas revenir en arrière. Qui accepterait que le pourcentage de reçus au bac baisse à 60% comme c'était le cas dans les années 70? Que ferait-on des recalés? Quels parents envisageraient de partir en vacances avec une progéniture illettrée au lieu d'avoir un brillant HPI? Bref, il a beaucoup d'ironie et de cynisme, et il dit pour que ça change, il faut vraiment renverser la table. Mais le Premier ministre, Gabriel Attal, Kevin Bossuet, a annoncé vouloir mettre fin aux correctifs académiques, que ces choses-là sont dites en de beaux termes, c'est-à-dire qu'en gros, on gonfle les notes.
Oui, dites-moi ce que vous nous avez dit hors antenne. C'est-à-dire que si on mettait réellement la vraie note au brevet, il y aurait... Si on met vraiment la vraie note au brevet, le taux de réussite baisserait de manière dramatique. Parce que évidemment qu'on gonfle un petit peu. Je ne sais pas si on gonfle les notes, mais on va pas sanctionner plus. On abaisse les par moyennes. exemple, les fautes d'orthographe. Moi, j'ai déjà corrigé le brevet. Par exemple, il faut citer le morceau d'un texte, il recopie moitié du texte, c'est bon. Voilà, donc c'est ce genre de choses-là. Donc on n'a pas le droit de corriger de sanctionner les fautes d'orthographe. Non, mais on en rigole, mais c'est quand même la promesse républicaine. Moi, ça m'a jamais fait rire. Bon, moi, ça m'a fait rire parfois, mais tellement il y avait une absurdité quand même. Non, mais on en rigole, mais c'est quand même la promesse républicaine qui est mise à mal. Quelle est la promesse républicaine? C'est de faire en sorte que, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son origine même ethnique, on puisse réussir à travers son travail, à travers son talent et à travers ses compétences. Sauf que si vous donnez à tout le monde le bac, si vous donnez à tout le monde une licence, on ne fait plus la différence. Et à la fin, c'est le piston qui l'emporte. C'est le fils de machin, prends mon fils parce que voilà. Et ça ne tient pas debout. Et je peux vous dire que les enseignants sont découragés, enfin du moins les enseignants qui sont encore attachés à la transmission des savoirs. Et on a l'impression de ne servir à rien. Moi, au quotidien, je me dis à quoi je sers. Parfois, je finis ma journée, je me dis à rien. Ouais. Alexandra, qu'est-ce que vous constatez dans le supérieur? La même chose? La réalité, c'est que l'éducation nationale pourrit par des années de pédagogisme. C'est ça la réalité. Souvenez-vous, on dit ça, on fustige le laxisme à l'école depuis des années, mais quand on dit ça, on est tout de suite taxé d'extrême droite. Je vous rappelle quand même que la ministre de l'Éducation nationale, il y a quelques années, elle se moquait des fariboles du retour de l'autorité à l'école. C'est cette ministre de l'Éducation nationale qui est censée faire la révolution à l'école. Mais là, c'est une vaste plaisanterie. Et vous savez ce qui est terrible, c'est que évidemment cette espèce de laxisme, eh bien les premières victimes, ce sont les plus fragiles, ceux qui ont plus de difficultés dans l'apprentissage, mais aussi ceux qui sont le plus fragiles socialement, parce qu'évidemment les autres, eh bien ce que l'école ne leur donne pas, c'est rattrapé à la maison. C'est rattrapé par un univers familial, par des conversations le dimanche où on parle de livres, de littérature, de théâtre. Mais c'est ça l'injustice profonde, elle est là, c'est que effectivement, comme l'a dit Kevin, l'école ne remplit plus sa promesse républicaine. Alors, comment comprendre l'annonce de Gabriel Attal qui dit qu'il veut faire la vérité sur les notes et le niveau? On va se rendre compte de façon absolument dramatique qu'on a une génération d'illettrés. De l'effondrement tragique du niveau, oui. Absolument. Moi, j'aime beaucoup les déclarations de Gabriel Attal, tous ces mots ronflants qui ne sont jamais suivis des faits. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ce que je note en revanche, c'est que cet abaissement, j'allais même dire cet asservissement de la classe politique, elle dure depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on baisse les moyennes, qu'on baisse les niveaux, qu'on laisse les diplômes être acquis par le plus grand nombre. Il y a une lâcheté qui est, et voilà, et d'où mon raisonnement. Bien sûr, Emmanuel Macron depuis 7 ans, mais avant lui, la gauche et la droite ont exactement participé au même système. Donc il y a là un abandon total des responsabilités de ceux qui auraient dû, au contraire, exiger des vraies notes, des vrais diplômes. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est la seule façon de maintenir une réelle égalité entre les élèves. C'est pas du tout de laisser les plus faibles s'écrouler ou de leur donner des diplômes qui ne valent rien et de laisser les plus forts s'en sortir parce qu'ils s'en sortiront toujours. Oui, Mickaël Darmon. En fait, on commence un peu à discerner le combat et le positionnement et le message que veut poser Gabriel Attal. Il le fait de manière un peu subliminale. Là, avec cette affaire, il pose encore un nouveau jalon. En fait, il veut combattre l'égalitarisme. Oui. Il déclare la guerre à l'égalitarisme, qui effectivement, comme le dit Virginie, c'est le mal absolu dans le système français depuis des années, personne n'a jamais osé mettre en cause ce dogme, cette oukase, de dire voilà, il faut absolument faire en sorte qu'aucune tête ne dépasse, que dès qu'on réussit c'est suspect et qu'il faut absolument préserver un niveau étal et moyen. Ça, on a tous dans tous les registres donc de la vie française, on en souffre et on en pâtit. Donc on voit bien que Gabriel Attal, qui est un contemporain, qui a quand même commencé son discours de politique générale, moi je m'en souviendrai toujours parce que c'est quand même en soi un acte politique de dire je suis né
après, je crois, le bicentenaire de la Révolution française. Et de ce point de vue-là, il envoie un message à tout le monde disant, avec moi, on va changer le monde. Et il essaye de le faire. Je ne sais pas ce qu'il arrivera à faire dans sa carrière politique. Je ne sais pas s'il sera un jour candidat à l'élection présidentielle, ou la prochaine, celle d'après, ou encore celle d'après, ou si jamais il échouera complètement. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une réflexion qu'il pose, qu'il jalonne, de manière pour l'instant assez subliminale. Non, mais ce sont des mots, ce sont des mots. Oui, mais en tout cas, il y a une suivi des faits. Oui, mais il y a au moins une intention. Il y a au moins une intention politique pour l'instant. Il essaie juste de durer à Matignon pour l'instant. Gabriel Attal, Pardon, Gabriel Attal, le problème, c'est que ce sont des mots de droite et à la fin, c'est une politique de gauche. Donc bon, moi, j'ai envie d'y croire, mais on sait quand même que l'urgence absolue, c'est la reconstruction de l'école. Et Kevin, vous le savez comme moi, c'est presque une urgence vitale. Il faut tout simplement qu'à l'école, on transmette des savoirs fondamentaux. Mais qu'on arrête avec les tartes à la crème, des écrans, pas des écrans. Oui, c'est ça. Mais Kevin m'expliquait une fois qu'en 6e, ils apprennent leurs leçons, ils savent placer les pays, etc. Et en 3e, ils ont tout oublié. Oui. Donc il y a aussi un problème d'intérêt pour l'école qui aujourd'hui diminue. Je suis d'accord. Sur Gabriel Attal, vraiment, je pense qu'on lui fait un faux procès. Je pense que ça a été un excellent ministre de l'Éducation nationale. Combien de temps, les choses se changent également par le mot. Comme Jean-Michel Blanquer, je pense, a été un bon ministre de l'Éducation nationale. Et il y a eu quand même des choses. L'interdiction de la abaya, la lutte contre le harcèlement scolaire. Oui. Il y a quand même eu des changements. Après, sur tout ce qui a été dit, même si vous avez une impulsion politique, vous avez quand même beaucoup de professeurs qui sont pour cet égalitarisme, qui sont pour ce nivellement par le bas, qui refusent d'appliquer les directives du ministère de l'Éducation nationale. C'est pareil pour la laïcité. Vous avez des professeurs qui ne sont pas pour la laïcité comme on l'entend en France. Quand dans un établissement de Seine-Saint-Denis, on est capable de faire grève pour s'opposer à l'interdiction de la abaya par Gabriel Attal, alors que ces gens sont censés en effet transmettre les valeurs de la laïcité et les valeurs de la républicaine, ça interroge. La vérité, c'est qu'on a des ministres qui font ce qu'ils peuvent, une institution éducation nationale qui fait ce qu'elle peut, qu'elle est sans doute pas irréprochable, mais vous avez des profs sur le terrain qui parfois refusent de suivre, qui parfois protestent pour un oui, pour un non. Ce sont des grands enfants pour beaucoup, et moi je ne sais pas comment on peut avancer avec des gens qui font tout sur le terrain, certains, pas tous heureusement, pour torpiller des réformes qui vont dans le bon sens. On le voit avec le pacte enseignant, on le voit avec le choc des savoirs. Je suis peut-être pas la majorité, mais parfois j'en doute. Oui. Bon. Mais c'est vrai que l'idéologie d'extrême gauche a complètement infiltré l'école et qu'elle défend tout ce qui a mis l'école à terre. On est d'accord là-dessus. Mais Kevin, je suis désolée, ça n'est plus Gabriel Attal qui est ministre de l'Éducation nationale. Alors ça n'est non plus Papendiaï, mais c'est Nicole Belloubet. Il faut savoir qui est Madame Belloubet. Mais avec un Premier ministre qui a envie, en tout cas, de faire a priori bouger les choses. Ah, mais je suis certaine qu'il a envie de changer les choses. Je ne suis pas certain que Monsieur Attal ait choisi Madame Belloubet. Je pense qu'à sa nomination, il a dû un peu s'étricher. Oui, elle est là. Quand on passe de Monsieur Blanquer à Monsieur Papendiaï, de Monsieur Papendiaï, enfin, combien de fois le ministre de l'Éducation nationale a changé, et quelle est la continuité politique de tous ces ministres de l'Éducation nationale qui parfois font des têtes à queue phénoménaux. Hier, on avait Jean-Marc Dumontet ici qui nous racontait qu'il avait eu 8 ministres de la culture. Enfin, c'est vrai que ne parlons pas des ministres de la Santé qui changent sans arrêt et qui parfois disent des choses qui ne se rejoignent pas entre elles. Et là où je rejoins Alexandra Spinner, c'est sur les écrans où ce sont des intentions pieuses. Oui, forcément, les écrans c'est mal, mais commençons à apprendre à lire et à écrire et à se prendre peut-être Michael, pardon. Oui, par rapport aux écrans, là aussi, je trouve qu'on est effectivement dans une volonté de démontrer une autorité, de dire nous prenons en compte et nous disons voilà c'est pas bien, il faut faire, il faut interdire. Mais quel mode opératoire
Quel mode opérationnel? Interdiction des écrans avant 3 ans. Comment vous faites? Surtout que moi, les smartphones avant 13 ans. Surtout que moi, au début de ma carrière, j'ai grandi avec l'idée du collège numérique. On a supprimé les manuels papier pour nous mettre en place des manuels numériques. On a équipé les établissements d'ordinateurs qui sont d'ailleurs cassés parce que les élèves n'en prennent absolument pas un soin. Et maintenant, on nous dit exactement l'inverse. Alors je ne comprends pas. En fait, c'est simplement, il y a une volonté, alors pareil, toujours un peu aux abois, en panique, de manière désordonnée, de répondre à cette demande d'autorité qui émane de partout parce que la société française est à bout. Ouais. Au bout de 7 ans, on se rend compte au bout de 7 ans. Oui. Voilà, c'est fini. Bon, juste un mot quand même. Gérard Filoche, vous voyez qui est Gérard Filoche, malheureusement. qui parle de Colombe, qui a dit qu'elle était au RSA et qu'elle votait Rassemblement National. Il dit une dinde qui vote pour Noël. Voilà. Voilà pourquoi le Rassemblement National est aussi haut et que les classes populaires ne votent pas. Merci à tous les quatre. Tout de suite, André Berkoff. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.